Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. L'armée israélienne mène des raids aériens intensifs et des tirs d'artillerie sur plusieurs localités, tout en appelant les habitants de plusieurs villages à évacuer immédiatement. Ces frappes interviennent alors que le Hezbollah revendique plusieurs attaques contre des forces israéliennes positionnées dans le sud du pays. L'armée israélienne a pilonné le Qaza de Nabatieh, menant des frappes aériennes et des tirs d'artillerie contre plusieurs positions dans le sud du pays, tandis que des explosions ont été entendues en Galilée. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adrahi, a adressé un avertissement urgent aux habitants de plusieurs localités, dont Rihan, Jarjoua, Kfar Reman, Arab Salim, Harouf, Mashghara et Lay'a, leur demandant d'évacuer immédiatement leurs maisons et de s'éloigner d'au moins 1000 mètres vers des zones ouvertes. Israël affirme agir en raison de violations du cessez-le-feu par le Hezbollah. Sur le terrain, l'artillerie israélienne a visé notamment Maïs el-Jabal, Qalaway et la zone située entre Kfar Tebnit et Nabatieh el-Faw'a. L'aviation a également mené des raids sur Kfar Reman, Jmeijme, Leili Abba, Toul, Choukin, Kfar Tebnit, Youhmour Sh'if et Haris. À Toul, des secouristes de la défense civile affiliés à l'instance sanitaire islamique ont été visés alors qu'ils intervenaient après une frappe. 2 d'entre eux ont été blessés. Une frappe de drone sur la route de Srebbin a également fait un mort et un blessé, tandis qu'une autre attaque à Haris a tué une personne. À Abba, une frappe israélienne a fait 2 morts et 5 blessés. De son côté, le Hezbollah affirme avoir ciblé à plusieurs reprises des forces israéliennes dans la localité de Taïbé, ainsi qu'un rassemblement de véhicules et de soldats entre Wadi el-Ayoun et Srebbin. La France a commémoré ce week-end le 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Une cérémonie a été organisée à la résidence des Pins avec cette année un hommage particulier aux 2 soldats français de la FINUL tués le mois dernier au Liban Sud. Un reportage exclusif pour Télé Liban. Dans les jardins de la résidence des Pins à Beyrouth, drapeau français, uniforme militaire et silence solennel. 81 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la France a commémoré la victoire du 8 mai 1945. Autour du monument aux morts, des militaires français en poste au Liban, des soldats de la FINUL, des militaires libanais, des anciens combattants et des représentants des Français de l'étranger. Le chargé d'affaires français au Liban, Bruno da Silva, accompagné de l'attaché de défense, a passé les troupes en revue. Puis est venu le temps des décorations. 2 officiers français ont été distingués pour des actes de bravoure lors d'opérations extérieures. Une douzaine de Libanais ont également reçu des distinctions dans le cadre de la coopération militaire entre Paris et Beyrouth. Mais cette cérémonie a surtout été marquée par un hommage particulièrement émouvant. Les noms des 2 soldats français de la FINUL, tués le mois dernier dans une embuscade au Liban Sud, ont été ajoutés à la plaque du monument aux morts. Un moment de recueillement fort dans un Liban encore marqué par les tensions et la guerre. Ici, au Moyen-Orient, les tensions, les conflits et les souffrances humaines nous touchent chaque jour. Ils nous interrogent, ils nous obligent. Ils nous rappellent que derrière les mots guerre, crise, se trouvent toujours des vies humaines. Les familles séparées, les enfants privés d'avenir, des sociétés entières plongées dans l'incertitude. Face à cela, le souvenir de 1945 prend un sens particulier. Il nous rappelle jusqu'où peuvent conduire la haine, l'indifférence ou le renoncement. Mais il nous rappelle aussi que même dans les périodes les plus sombres, l'homme est capable de résistance, de courage et de fraternité. La paix est le seul combat qui vaille la peine d'être mené. Cette phrase simple en apparence nous invite à une exigence élevée, celle de ne jamais considérer la paix comme un état passif, mais comme un engagement actif. La cérémonie s'est achevée par un dépôt de gerbes, 1 minute de silence et la Marseillaise,
entonné dans les jardins de la résidence des Pins. Benjamin Netanyahou affirme que la guerre contre l'Iran n'est pas finie. Dans une interview accordée à CBS, le Premier ministre israélien estime qu'il faut encore retirer les stocks d'uranium enrichi détenus par le Téhéran et démanteler plusieurs sites nucléaires. Il évoque aussi la possibilité d'un affaiblissement du pouvoir iranien, accuse la Chine de soutenir l'arsenal militaire de Téhéran et dit vouloir réduire progressivement à zéro l'aide militaire américaine à Israël. Benjamin Netanyahou durcit encore le ton face à l'Iran. Dans une interview diffusée par la chaîne américaine CBS, le Premier ministre israélien affirme que la guerre contre Téhéran n'est pas finie. Selon lui, Israël et les États-Unis ont déjà accompli beaucoup de choses, mais il reste un enjeu central: retirer d'Iran les stocks d'uranium enrichi et démanteler les sites d'enrichissement encore existants. Interrogé sur la manière de récupérer cet uranium, Benjamin Netanyahou répond simplement « On y va et on le sort ». Il affirme que Donald Trump lui aurait dit vouloir agir dans ce sens, tout en estimant qu'un accord permettant de récupérer ces matières nucléaires serait la seule solution. Le sort d'uranium iranien reste l'un des points clés des discussions entre Téhéran et Washington. Avant la guerre de juin 2025, l'Agence internationale de l'énergie atomique estimait que l'Iran détenait de 441 kg d'uranium enrichi à 60%, un niveau proche du seuil nécessaire à la fabrication d'une bombe nucléaire. Depuis les frappes israélo-américaines et l'absence d'interception, l'état réel de ces stocks demeure incertain. Benjamin Netanyahou va plus loin en disant espérer la fin du pouvoir iranien. Selon lui, une telle chute affaiblirait aussi les alliés de Téhéran au Yémen, à Gaza et au Liban, notamment les Houthis, le Hezbollah et le Hamas. Le Premier ministre israélien accuse également la Chine de soutenir l'arsenal iranien, notamment à travers la fourniture de composants liés aux missiles. Enfin, alors que le soutien américain à Israël est de plus en plus débattu aux États-Unis, Benjamin Netanyahou affirme vouloir réduire progressivement à zéro l'aide militaire annuelle de Washington, estimée à 3,8 milliards de dollars sur une période de 10 ans. En effet, la guerre au Moyen-Orient continue de faire trembler les marchés et d'alimenter les tensions diplomatiques. Les prix du pétrole repartent nettement à la hausse, tandis que Paris et Londres coprésideront mardi une réunion avec une quarantaine de ministres de la Défense pour discuter d'une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz. Sur le plan politique, Donald Trump durcit le ton face à l'Iran et entend faire pression sur Xi Jinping lors de sa visite en Chine. Les tensions restent très fortes au Moyen-Orient, avec des répercussions directes sur l'énergie, la diplomatie et la sécurité maritime. Les cours du pétrole ont ouvert en nette hausse, en l'absence d'issue au conflit et après de nouvelles attaques dans le Golfe. Le Brent dépasse désormais les $104 le baril, tandis que le WTI américain approche les $98. Une flambée qui inquiète plusieurs pays dépendant des importations d'énergie. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a appelé la population à réduire sa consommation d'essence et de diesel, en raison des perturbations d'approvisionnement liées à la guerre. Le détroit d'Ormuz reste au cœur des préoccupations internationales. Paris et Londres coprésideront mardi une réunion en visioconférence avec une quarantaine de ministres de la Défense, afin de discuter des contributions militaires possibles à une mission de sécurisation de cette voie maritime stratégique. Téhéran prévient déjà qu'un déploiement français ou britannique entraînerait une réponse décisive et immédiate. Sur le front diplomatique, Donald Trump hausse le ton. Le président américain juge, totalement inacceptable, la réponse iranienne à la proposition américaine pour mettre fin à la guerre. Il affirme également vouloir faire pression sur Xi Jinping lors de sa visite en Chine cette semaine, Pékin étant l'un des principaux alliés de Téhéran. De son côté, Benjamin Netanyahou affirme que la guerre contre l'Iran n'est pas finie, estimant qu'il faut encore retirer les stocks d'uranium enrichi du pays et démanteler des sites d'enrichissement. Dans la région, les tensions militaires persistent.
Les Émirats arabes unis disent avoir intercepté 2 drones iraniens. 20 ans après son démantèlement, la colonie israélienne de Sanour renaît dans le nord de la Cisjordanie occupée. Pour ses nouveaux habitants, il s'agit d'un retour historique. Pour les Palestiniens et les opposants à la colonisation, cette réinstallation symbolise au contraire un nouveau recul de la perspective d'un État palestinien. Sur place, la tension est déjà palpable avec les villages palestiniens voisins. Dans le nord de la Cisjordanie occupée, Sanour reprend vie 20 ans après son démantèlement. La petite colonie israélienne avait été évacuée en 2005, en même temps que 3 autres colonies de la région et l'ensemble des colonies de la bande de Gaza, lors du retrait israélien de ce territoire. Aujourd'hui, des familles israéliennes s'y réinstallent, dans des préfabriqués encore entourés de chantiers, de bulldozers et de poteaux électriques en cours de raccordement. Mais cette réinstallation est hautement politique. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont considérées comme illégales au regard du droit international. Pour les Palestiniens et les ONG opposés à la colonisation, le retour à Sanour éloigne encore davantage la possibilité d'un État palestinien viable. Le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich a d'ailleurs assumé cette dimension, affirmant lors de l'inauguration que le retour à Sanour contribuait à enterrer l'idée d'un État palestinien. Sur le terrain, les tensions sont déjà visibles. Dans un village voisin, des Palestiniens accusent des colons d'avoir provoqué des habitants près d'un cimetière. L'armée israélienne affirme avoir confisqué des outils appartenant aux colons et condamne tout acte portant atteinte à l'ordre public ou à la dignité des vivants et des morts. À Sanour, le retour des colons devient ainsi un symbole fort de l'accélération de la colonisation en Cisjordanie. L'Union européenne cherche à relancer ses relations avec la Syrie, 1 an et demi après la chute de Bachar el-Assad. Les ministres européens des Affaires étrangères rencontrent leur homologue syrien Asrad Shibani pour ouvrir un dialogue politique de haut niveau. Objectif, soutenir la reconstruction d'un pays ravagé par 15 ans de guerre, mais aussi créer les conditions d'un éventuel retour des réfugiés syriens installés en Europe. L'Union européenne veut renouer le dialogue avec la Syrie. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE rencontrent à Bruxelles leur homologue syrien Asad al-Shibani pour lancer un dialogue politique de haut niveau. Une étape importante, 1 an et demi après la chute de Bachar el-Assad, alors que le pays reste profondément marqué par 15 années de guerre civile. À Bruxelles, l'objectif est clair, aider le gouvernement syrien de transition à stabiliser le pays et à relancer la reconstruction. Selon un responsable européen, la situation humanitaire reste effroyable. Environ 13 millions de Syriens, soit près de la moitié de la population, ont encore besoin d'une aide alimentaire. L'Union européenne a déjà promis 620 millions d'euros d'aide financière pour la période 2026-2027. Elle devrait aussi réactiver son accord de coopération avec Damas, suspendu en 2011 après la répression du régime Assad. Avant cette rupture, les échanges entre l'UE et la Syrie atteignent environ 7 milliards d'euros. Bruxelles veut également faciliter l'accès au financement, soutenir l'agriculture et signer un accord dans le domaine de la santé, notamment pour réhabiliter un hôpital important dans la région de Homs. Mais derrière la reconstruction se trouve aussi la question des réfugiés. Plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne et le Danemark, souhaitent encourager le retour des Syriens dans leur pays. L'Allemagne accueille à elle seule environ 1 million de réfugiés syriens. Reste que, pour l'UE, ces retours ne peuvent pas être forcés. Les conditions sur le terrain, surtout économiques, ne sont pas encore réunies pour convaincre massivement les Syriens de rentrer. Bruxelles espère donc obtenir des garanties pour poursuivre régulièrement les discussions avec Damas sur ce dossier sensible. À Cannes, cette fois, les derniers préparatifs battent leur plein avant l'ouverture du plus grand festival de cinéma au monde. Le tapis rouge est déroulé avant une cérémonie d'ouverture mardi soir marquée par la présence de nombreuses stars et la remise d'une palme d'or d'honneur à Peter Jackson. Mais cette édition s'ouvre aussi sur fond de débats, notamment autour de la place des réalisatrices en compétition et l'absence de grands blockbusters américains. Cannes s'apprête à retrouver son tapis rouge, ses flashs et son défilé de stars.
À la veille de l'ouverture officielle du Festival de Cannes, les derniers ajustements se poursuivent autour du Palais des Festivals. Dimanche, les équipes ont installé l'immense affiche officielle de cette édition, mettant à l'honneur Thelma et Louise, les héroïnes du film culte de Ridley Scott, incarnées par Geena Davis et Suzanne Sarandon. Mais ce choix n'a pas échappé aux critiques. Le collectif féministe 50-50e dénonce un symbole jugé trop facile, alors que seulement 5 films réalisés par des femmes figurent en compétition sur 22. Le jury, présidé cette année par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, est attendu sur la croisette. Parmi ses membres les plus observés, Demi Moore, de retour à Cannes après le succès de The Substance en 2024, mais aussi la cinéaste chinoise Chloé Zhao, révélée notamment par Nomadland. La cérémonie d'ouverture aura lieu mardi soir. Elle sera animée par l'actrice française Aya Hidara. Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, connu pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, recevra une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le film d'ouverture sera La Vénus électrique de Pierre Salvadori, avec Pio Marmaille et Anaïs Demoustier. La compétition débutera mercredi, avec des noms prestigieux attendus, comme Pedro Almodovar, James Gray ou Asghar Farhadi. Javier Bardem, Scarlett Johansson, Léa Seydoux et Kate Blanchett font également partie des stars annoncées. Cette édition se déroulera toutefois sans grand blockbuster américain. Pour Thierry Frémaux, le délégué général du festival, c'est aussi le signe d'une industrie fragilisée par le Covid, les plateformes et la baisse du nombre de grosses productions hollywoodiennes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.